bonjour à toutes et à tous, je vais commencer l'exposé. Alors, peut-être un test d'abord, donc je vais bien garder le micro ici. Alors, merci beaucoup d'être ici pour m'écouter parler de mon sujet de thèse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de percolation et de figure de Chladni. Alors essentiellement, mon but, c'est de vous expliquer ce que ces deux choses veulent dire, puis à la fin, éventuellement, de les lier entre elles. Donc je vais commencer tout de suite, et je vais commencer par vous parler d'un jeu, qui est un jeu de société en fait, qui s'appelle le jeu de Hex. Et ce jeu a été introduit dans les années 40, indépendamment par deux personnes, Hein et Nash, qui sont respectivement au Danemark, je crois, oui c'est ça, et aux États-Unis. Alors comment on joue au jeu de Hex? Eh bien, on a ce losange qui est formé par des hexagones, et la règle c'est que chaque joueur va colorier des hexagones l'un après l'autre. On a un joueur vert, un joueur bleu. Disons que bleu commence par exemple. Bleu va choisir un hexagone et va le colorier en bleu. Puis vert va choisir un hexagone, va le colorier en vert, et ainsi de suite. L'objectif de bleu, c'est de relier le premier côté bleu au deuxième côté bleu, alors que l'objectif de vert, c'est de relier le premier côté vert au deuxième côté vert, et le premier joueur ou la première joueuse qui remplit cet objectif a gagné. Donc disons que bleu commence par exemple, donc bleu choisit de colorier cet hexagone par exemple, puis c'est à vert de jouer qui décide de colorier cet hexagone, et bleu et vert vont jouer ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des deux gagne. Donc là par exemple, on voit que c'est vert qui a gagné, parce qu'il y a un chemin vert qui relie le premier côté vert au deuxième côté vert. Donc vert a rempli son objectif avant que bleu réussisse à le faire, donc c'est vert qui a gagné. Et une petite remarque sur ce dessin, on peut remarquer que si on veut donner une deuxième chance à bleu, si on lui dit essaie de colorier d'autres hexagones en bleu pour essayer de remplir ton objectif et de relier le premier côté bleu au deuxième côté bleu, même si on le laisse jouer tout seul et qu'il colorie tous les hexagones blancs en bleu, il n'arrivera jamais à faire ça, parce que le chemin vert qui relie le premier côté vert au deuxième côté vert bloque n'importe quel essai de bleu pour aller du premier côté bleu au deuxième côté bleu. Donc bleu a vraiment perdu. Alors donc voilà, c'est un jeu de société auquel on pourrait jouer après l'exposé si vous voulez. Mais moi, ici, je fais une thèse dans l'équipe de probabilité. Donc ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce genre de choses, mais avec beaucoup plus d'aléatoire. Ici, il n'y a pas du tout d'aléatoire, on laisse juste les joueurs décider ce qu'ils font. Et donc pour mettre de l'aléatoire dans ce jeu, je ne vais pas prendre deux joueurs ou joueuses, je vais juste jouer tout seul. Et pour chaque hexagone, je vais le colorier de façon aléatoire. Par exemple, pour chaque hexagone, je vais lancer une pièce de monnaie. Si la pièce tombe sur pile, je vais le colorier en bleu. Si la pièce tombe sur face, je vais colorier l'hexagone en vert. Donc je vais faire ça pour tous les hexagones. Ça me donne un coloriage aléatoire de ma grille. Par exemple, ça peut me donner ça, ou un peu n'importe quoi. Une fois que j'ai colorié aléatoirement ma grille, je peux me demander qui a gagné, est-ce que c'est bleu ou vert? Et là, par exemple, vous voyez que c'est bleu qui a gagné. J'ai mis le chemin ici en bleu un peu plus foncé. C'est un chemin qui va du premier côté bleu au deuxième côté bleu. Et pour la remarque que je vous avais dite juste avant, qui est que quand on a un chemin bleu, on ne peut pas avoir de chemin vert parce que tout essai de chemin vert est bloqué par ce chemin bleu, mais on en déduit que ici, si bleu gagne, c'est impossible que vert gagne aussi, et vice-versa. Alors ce modèle, qui est un modèle mathématique, qui est un modèle de coloriage aléatoire d'une grille hexagonale, ça s'appelle le modèle de percolation. Il a été introduit par un mathématicien et un ingénieur. Alors j'ai oublié lequel des deux était mathématicien, lequel ingénieur, enfin qu'importe, qui s'appelle Broadbent et Hammersley en 1957. Et leur but c'était de modéliser des matériaux poreux. Ils avaient en tête, alors ils avaient peut-être un modèle un peu plus compliqué que ça, mais ils avaient en tête que les hexagones verts, c'était les endroits où il y avait de la roche. Les hexagones bleus, c'était les endroits où la roche était trouée, parce qu'elle était poreuse. Et s'il y avait beaucoup de chemins bleus, l'eau pouvait passer à travers les trous et infiltrer la roche, alors que s'il y avait beaucoup de chemins verts, la roche était vraiment compacte et l'eau ne pouvait pas infiltrer la roche. Donc c'était leur idée initiale. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc j'ai fait mon jeu de Hex de façon aléatoire en jetant mes pièces de monnaie. Et comme je vous l'ai dit, il est impossible que les deux joueurs gagnent. Et vous voyez que tout ça est très symétrique. Il n'y a aucun avantage ni pour bleu ni pour vert. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'ici, il y a une chance sur deux que bleu gagne et une chance sur deux que vert gagne. Mais tout ça vient du fait que la figure qu'il y a ici est très symétrique. Qu'est-ce qui se passe si je prends une figure beaucoup moins symétrique? Là, par exemple,
Qui ici, donc faisons un petit sondage, qui pense que vert a plus de chances de gagner si je retire aléatoirement mes couleurs d'hexagone en jetant des pièces de monnaie? Alors, est-ce que quelqu'un pense que vert a plus de chances de gagner? Est-ce que quelqu'un pense que bleu a plus de chances de gagner? Ah, bah, je vois plein de mains levées. Donc, ça prouve que bleu a plus de chances de gagner. Et ben, pourquoi? Ben, parce que le côté bleu et les deux côtés bleus sont beaucoup plus rapprochés. C'est beaucoup plus facile d'atteindre un côté bleu, d'aller d'un côté bleu à l'autre que d'aller d'un côté vert à l'autre, qui sont vraiment beaucoup plus éloignés. Et donc en mathématiques et aussi en physique, on s'intéresse à ce genre d'objets. En fait, on s'intéresse à ce genre d'objets en faisant des formes beaucoup plus compliquées, éventuellement plus compliquées que ce genre de losange allongé. On fait des genres de rectangles un petit peu déformés avec deux côtés verts et deux côtés bleus. On essaie d'estimer la probabilité que vert gagne et la probabilité que bleu gagne. Et on s'intéresse à essayer d'estimer ce genre de probabilité sur des grilles avec énormément d'hexagones, où les hexagones sont très petits. On appelle ça travailler à la limite. Alors, j'ai pas pensé qu'il faut que je fasse l'expérience avec mon micro. Alors bon, en tout cas pour cette expérience, je vais avoir besoin d'une plaque de métal, d'un archet de violon et de semoule très fine. Vous voyez la semoule qu'on utilise pour faire des gâteaux. Si je passe mon archet sur la plaque de métal, je vais le faire juste après, ça va faire vibrer la plaque. Le fait que la plaque vibre, ça va faire vibrer l'air au-dessus, et donc ça va créer un son. Là, on n'entend pas très fort. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est censé se passer? Comme je l'avais dit, il y a des endroits de la plaque qui sont immobiles pendant que les autres endroits sont censés vibrer. Et le sable est chassé des endroits qui vibrent pour aller se localiser dans les endroits qui ne vibrent pas. Et comme on voit sur cette image de personnes qui ont réussi à faire marcher l'expérience, eh bien, l'endroit où la plaque ne vibre pas, ça forme des lignes, et on voit, ça forme une géométrie assez intéressante de lignes, comme celle-ci par exemple. De toute façon, les figures que j'arrivais à obtenir avec cette plaque sont beaucoup moins jolies que celle-ci, donc pensons juste à celle-ci. Et donc ces figures, elles ont été faites par un physicien qui s'appelle Schlendy au début du 19e siècle. On a ces lignes de sable qui sont les endroits où la plaque est immobile, pendant que le reste de la plaque vibre. En fait, quand on regarde le long d'une ligne de sable et que la plaque est en train de vibrer, ce qui se passe, c'est que de part et d'autre de la ligne de sable, donc de la ligne immobile, la plaque vibre dans des sens différents. D'un côté de la ligne de sable, la plaque va être en train de monter, pendant que de l'autre côté de la ligne de sable, la plaque va être en train de descendre. Et puis ensuite, la partie qui était en train de descendre va se mettre à monter, la partie qui était en train de monter va se mettre à descendre. Et c'est comme ça que la plaque vibre. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux, par exemple, grossièrement tracer en noir les endroits où la plaque est immobile, donc les endroits où le sable est allé se réfugier, et je peux colorier en bleu les endroits où la plaque est en train de monter, en vert les endroits où la plaque est en train de descendre à un moment donné, donc ce qui est en noir, c'est les endroits où elle ne descend pas, elle ne monte pas, elle est immobile, et pendant que la plaque vibre, eh ben, tout ça va changer, ce qui était en train de descendre va monter, ce qui est en train de monter va descendre, et la plaque vibre ainsi. Et c'est ça qui va créer un son. Très bien. Et ici, j'avais une plaque ronde. Là, c'est une expérience qui a été faite avec une plaque carrée. Donc, c'est des objets très symétriques. C'est pour ça qu'on voit des figures particulièrement symétriques. Donc là, vous voyez que ce qui se passe ici et ce qui se passe ici, c'est à peu près la même chose. Et la question qu'on se pose, nous, dans ma thèse, et que d'autres chercheurs et chercheuses se posent, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais vibrer une plaque qui n'est pas symétrique. Donc, par exemple, j'ai vu des exposés où les gens étudiaient des plaques qui avaient cette forme-là, cette forme étrange, et ils essayaient de la faire vibrer. En tout cas, ils faisaient des simulations à l'ordinateur pour essayer de représenter, représenter les vibrations sur ce genre de plaque. Donc, bon, au bord, ça fait peut-être des choses un petit peu étranges. Donc, je vais m'intéresser aux dessins qui se font dans le carré au milieu de ma plaque, ici. Et ce qui m'intéresse, c'est quand on fait vibrer à très haute fréquence. Quand on fait vibrer à très haute fréquence, ce qui est encore plus difficile à faire expérimentalement, ben ça va faire vraiment plein de petits motifs. Et le fait que la plaque ici soit beaucoup moins symétrique qu'un carré ou un rond, ça va faire que les petites figures qui vont
apparaît dans le carré vont avoir un aspect vraiment très aléatoire. Il y a des mathématiciens et des physiciens qui ont développé des modèles avec beaucoup d'aléatoires pour représenter ce genre de choses. Et ça ressemble à ça. Donc on fait vibrer à très haute fréquence, ça fait plein de petites figures. Et une fois encore, ici, le vert, ça symbolise les endroits où la plaque est en train de monter. Le bleu, les endroits où la plaque est en train de descendre. Et donc la frontière entre le bleu et le vert, l'interface entre le bleu et le vert, c'est l'endroit où le sable voudra aller se réfugier. C'est les endroits où la plaque est immobile. Alors, donc ici peut-être un peu plus grand. Donc ça, c'est une simulation qui a été faite par Vincent Beffara, qui me l'a gentiment prêtée. Et donc c'est une figure de Schlendy sur une plaque qui est moins symétrique. Très bien. Alors donc je vous ai présenté deux modèles qui a priori n'ont strictement rien à voir. Un où on coloriait aléatoirement des hexagones dans l'ensemble des pièces de monnaie qui tombaient sur pile ou face, et un où on fait vibrer une plaque avec de la semoule et ça fait des figures étranges qui ont aussi un caractère très aléatoire. Et ce que des personnes ont dit dans les dernières décennies, c'est quelque chose de très étonnant. Des personnes qui ont dit ces deux choses, c'est la même chose. Alors a priori, on ne dirait même pas du tout. Là, on a des hexagones, là, on n'en a pas. Ça n'a strictement rien à voir. C'est vrai qu'on colorie en vert et en bleu, mais on colorie vraiment avec des procédés très différents. Donc, bon, on n'y croyait vraiment pas. Et en fait, le résultat que ces personnes disent, il est un petit peu plus précis. Il peut s'énoncer de la façon suivante. Donc, les physiciens et les mathématiciens qui ont dit que ces deux dessins étaient les mêmes, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit, dessiner n'importe quelle forme d'un côté et de l'autre, mais n'importe quelle forme qui a deux côtés verts et deux côtés bleus, comme ces formes-là. Par exemple, j'ai dessiné la même forme à gauche et à droite. Et maintenant, faites vibrer à très haute fréquence pour que les dessins soient vraiment microscopiques ici. Vous prenez des vraiment très petits hexagones, beaucoup plus petits que ce que j'ai représenté ici. Et maintenant, essayez de savoir si ici il y a un chemin vert du côté vert, du premier côté vert au côté vert, ou plutôt un chemin bleu du premier côté bleu au deuxième côté bleu, et demandez-vous la même chose ici. Et ce que ces personnes disaient, c'est qu'on a vraiment la même chance d'un côté et de l'autre, ou vraiment quasiment la même chose, et même à la limite où les hexagones sont petits, et à la limite où ici on a des motifs vraiment très petits, on a vraiment exactement la même chose, la même chance que vert gagne ici, et que vert gagne ici. C'est une propriété qu'on appelle une propriété d'universalité, parce qu'on a des choses vraiment très similaires sur deux modèles qui a priori n'ont strictement rien à voir. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une universalité. On pense qu'il y a en quelque sorte une parenté un peu cachée entre ces deux modèles. Et un de mes buts dans ma thèse, c'est essentiellement d'essayer de comprendre cette parenté et d'essayer en quelque sorte de prouver des théorèmes qui seraient des signes qu'il y a vraiment une parenté cachés entre ces deux modèles et qu'ils se comportent de la même façon. Et donc plus précisément, ce modèle étant beaucoup plus compris et étant étudié depuis plus longtemps, il y a beaucoup de techniques qui ont été développées pour étudier ce modèle. Moi, j'essaie d'importer des techniques qui ont été développées pour étudier ce modèle vers ce modèle pour essayer de prouver des propriétés analogues sur le modèle de gauche. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.